La décision est tombée le mercredi 20 novembre dernier. Choguel Kokala Maïga, jusque-là Premier ministre du Mali, Premier ministre du colonel Assimi Goïta, récemment promu général, donc, a été limogé après plus de 3 ans de bons et loyaux services. 3 ans certes interrompus pendant quelques mois en raison d'une période de convalescence consécutive à un accident vasculaire cérébral intervenu en 2022. Pourquoi Choguel Maïga a-t-il donc été remercié? Comme dans tous les conflits, il y a les causes directes et les causes plus lointaines. La cause directe, c'est une récente sortie au vitriol contre ses alliés militaires au pouvoir qu'il a accusé ouvertement de le marginaliser. Ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander. Un ministre, ça ferme sa gueule ou bien ça démissionne, aurait dit en substance Jean-Pierre Chevènement, alors membre du gouvernement de Pierre Mauroy sous François Mitterrand en 1983. Il faut croire que cette maxime s'applique aussi au Premier ministre à Bamako, sur les rives du fleuve Niger. De fait, Choguel Maïga n'a pas pu être surpris par ce qui a été finalement une sorte de clarification. En dépit de son titre de Premier ministre, son rôle était en grande partie décoratif, destiné à donner un vernis civil à un pouvoir d'abord et avant tout militaire. Une sorte de pacte donc entre un homme politique médiatiquement en vue, mais finalement électoralement faible durant les décennies de la démocratie électorale, et des hommes entréhis qui, du moins au début, étaient désireux de montrer qu'ils avaient des relais dans la classe politique traditionnelle et dans la société civile. Et s'il y en a un qui doit triompher aujourd'hui et se poser en prophète incompris, c'est bel et bien Oumar Mariko. Oumar Mariko, figure remuante de la gauche révolutionnaire au Mali, dont le principal fait d'armes est d'avoir été à la tête de l'association d'étudiants qui fit jadis tomber la dictature de Moussa Traoré. En avril dernier, voici ce que disait justement Oumar Mariko. Choguel reste toujours le Premier ministre fantôme faire valoir. Choguel est toujours là actif et en sa manière. Parce que l'activité de Choguel a toujours consisté à donner un habillage idéologique, servir d'éclaireur de leur lanterne contre la classe politique progressiste et se servir au passage. Il n'a jamais joué un rôle de Premier ministre en réalité, il a toujours joué un rôle de faire valoir, et c'est pourquoi toute son activité a consisté à régler ses comptes politiques. Et là, ça plaît beaucoup aux militaires parce que dans cette tâche-là, il a été utilisé pour casser les forces populaires, pour casser même le mouvement insurrectionnel. Donc la réalité du pouvoir, ce n'est pas Choguel, ce n'est pas Ablai Maïga, ce sont les 5 colonels. Il faut croire que les fameux 5 colonels n'ont plus besoin de relais ou de faire-valoir tirés d'une classe politique largement déconsidérée au nom d'un exercice de pouvoir bonapartiste fondé sur un plébiscite quotidien d'une rue très jeune et très hostile à l'ancien colonisateur et aux traîtres supposés. Un logiciel politique de la radicalité que Choguel Maïga a contribué à coder, si l'on peut dire. Le Mali est donc désormais dirigé par un régime purement militaire et qui s'assume comme tel. C'est un dévoilement et c'est aussi un changement de paradigme. Après les indépendances, c'est-à-dire pendant la guerre froide, les régimes militaires s'assumaient sans peine, qu'ils aient été progressistes comme celui de Thomas Sankara entre 1984 et 1987, ou réactionnaires comme par exemple celui de Moussa Traoré au Mali de 1968 à 1991. Il a fallu que les années 90 interviennent avec ce que l'on croyait être une révolution démocratique irréversible pour que les militaires changent les modalités de leurs interventions sur le champ politique. Il ne venait que pour une courte transition, balayer la maison, comme le général Robert Gueye en Côte d'Ivoire en 1999, dans un pays où les déchirures des politiciens professionnels menaçaient la paix civile. En 1998, le coup d'État qui a coûté la vie au président Ibrahim Barré Maïna Sara au Niger était même présenté comme un regrettable accident par des militaires qui quitteront le pouvoir d'eux-mêmes 8 mois et 11 jours après l'avoir pris. Qu'est-ce qui fait donc que ce pouvoir qui brûlait les doigts des hommes en kaki jadis leur semble désormais si confortable, en tout cas dans les pays sahéliens? D'abord et avant tout, le discrédit. Lourd, franc, implacable, qui touche la classe politique traditionnelle, issue des partis uniques historiques comme des oppositions qui les ont remis en cause. Un discrédit lié à leur corruption, à leur hypocrisie, à leur tactique du troisième mandat, à leur passion de la trahison.
mais également la défiance vis-à-vis de la communauté internationale, d'organisations comme la CEDEAO ou l'Union africaine qui sont désormais considérées comme des syndicats de chefs d'État impuissants ou instrumentalisés par des anciennes puissances coloniales arrogantes et par un Occident accusé d'avoir porté le feu de la guerre dans la région, notamment en assassinant Muammar Kadhafi et en armant son opposition djihadiste au nom d'une improbable guerre pour la démocratie. Jusqu'où iront les régimes militaires de l'AES? Au Mali, Assimi Goïta se légitimera-t-il, au moins formellement, par un scrutin électoral se tenant dans un pays toujours divisé en raison de rébellions armées et d'insurrections djihadistes? Un équilibre peut-il naître de ce type d'exercice du pouvoir anachroniquement autoritaire, même si l'on se contente de le comparer à ce que l'on voit dans les pays d'Afrique anglophone par exemple? Et que se passera-t-il quand les opinions publiques du Mali, mais aussi du Burkina Faso et du Niger seront lassées de ce qui apparaît aujourd'hui comme une absence de perspective et un appauvrissement généralisé? Il faut dans l'Afrique d'aujourd'hui des formules politiques qui servent à sortir des impasses et non à les renforcer.